Au fil des siècles, il y a eu des centaines de disparitions particulièrement mystérieuses. Ces dernières années, une affaire comme celle de Brian Schaeffer ou de Brianna Maitland pourrait venir à l'esprit comme un mystère qui, avec les preuves disponibles, ne peut être expliqué. Mais il reste des dizaines de cas de ce genre à explorer. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons deux des disparitions les plus étranges jamais enregistrées. Juan Pedro Martínez Gómez, à l'été 1986, André Martínez, un chauffeur de camion, a été chargé de transporter environ 20 000 litres d'acide sulfurique de la ville espagnole de Los Canovas jusqu'à la ville portuaire de Bilbao. Parfois, André emmenait sa femme Carmen Gómez avec lui et pour ce trajet en particulier, il a décidé d'emmener à la fois Carmen et leur fils de 10 ans, Juan Pedro Martínez Gómez, en récompense pour ses efforts scolaires récents qui lui avaient donc valu de bonnes notes. Le voyage devait être comme tous les autres qu'André avait effectués, mais dans la matinée du 25 juin, il a pris une tournure tragique. Des témoins oculaires diront plus tard avoir vu le camion rouler de façon erratique vers 6 heures du matin en traversant le col de Somosierra dans la communauté de Madrid. Alors qu'il roulait à environ 138 km à l'heure, le camion d'André a été vu en train de forcer un véhicule à quitter la route, d'en frôler un autre, arrachant ainsi son rétroviseur, puis de continuer à accélérer comme si ses freins ne fonctionnaient pas correctement alors qu'il traversait le col de montagne sinueux. Le camion a brusquement tourné, dérapé, puis s'est écrasé. Le véhicule s'est complètement renversé, perforant la citerne contenant l'acide sulfurique qui a alors commencé à se répandre sur la route. La garde civile est rapidement arrivée sur les lieux et a dû agir vite pour éviter une catastrophe écologique, car le site de l'accident était proche d'une rivière et il y avait des craintes que l'acide ne se répande dans le cours d'eau. Des milliers de kilos de chaux ont été apportés dans la zone touchée. Et, associée au sable, elle a été répandue pour absorber l'acide. Plusieurs secouristes ont été brûlés par l'acide toxique lors de l'incident et au moins 3 villageois des environs se sont retrouvés temporairement sans eau. Lorsque l'acide a finalement été neutralisé, les secouristes ont pu atteindre la cabine du camion où ils ont trouvé les corps d'André et Carmen. Le couple avait tragiquement péri dans l'accident tandis que l'acide commençait à affecter leur corps. Il a fallu attendre des heures pour retirer leur corps en sécurité. Au départ, les autorités ignoraient que Juan Pedro, âgé de 10 ans, se trouvait dans le camion avec ses parents. Ce n'est qu'en contactant la mère de Carmen pour l'informer de l'accident qu'ils ont appris sa présence lorsqu'elle a demandé « Et l'enfant ? Dites-moi que l'enfant va bien ». En apprenant qu'il y avait maintenant un garçon disparu, les autorités ont lancé une recherche longue et intensive pour le retrouver. Ils ont fouillé la zone dans un rayon de 18 miles à l'aide de chiens pisteurs, d'hélicoptères, aux bouchots et de recherches à pied, mais aucune trace de Juan Pedro n'a été trouvée. La seule preuve qu'il avait été dans le véhicule était plusieurs vêtements d'enfants et quelques cassettes pour enfants. N'ayant que 2 ceintures dans la cabine, il n'aurait pas pu en porter. Certains ont donc supposé qu'il avait été éjecté du camion lors de l'accident, mais aucune preuve ne l'a confirmé. Une théorie suggérait qu'il avait atteint la rivière voisine, mais aucune trace de lui n'y fut trouvée. Les autorités ont même fait venir des machines pour les aider à tamiser le sable et la chaux au cas où son corps serait enterré en dessous. Mais il n'y avait toujours aucune trace de lui. À un moment donné, il a même été suggéré que ses restes avaient été dissous par l'acide. Mais des experts ont fait remarquer qu'il faut des jours pour qu'un corps soit entièrement consommé par l'acide sulfurique et qu'il doit être complètement immergé. Donc, il était impossible que le corps d'un garçon de 10 ans ait simplement disparu en quelques heures d'exposition à la substance. Pendant que les recherches pour Juan Pedro se poursuivaient, les enquêteurs se sont tournés vers le camion pour découvrir ce qui s'était exactement passé ce matin-là. Bien que des témoins oculaires aient cru à une défaillance des freins du véhicule, il a été confirmé qu'il fonctionnait parfaitement. Le camion avait aussi récemment passé une inspection de sécurité et une révision, toutes deux faites avant le voyage. En examinant de plus près le tachymètre du camion qui mesure effectivement la vitesse du véhicule, les enquêteurs ont pu reconstituer le trajet de la famille.
Le voyage aurait débuté à 19 h la veille, avec des arrêts à 21 h, 00, heure 12, 3 h, 4 h, 13 et 5 h. Le dernier arrêt a eu lieu à 5h20, lorsque la famille s'est arrêtée pour le petit déjeuner près de l'autoroute N1 et a été remarquée par plusieurs personnes qui ont décrit avoir vu Jean-Juan Pedro portant un sweatshirt rouge. Un examen plus approfondi du tachymètre a également révélé quelque chose d'étrange. Au cours des 80 dernières minutes environ du trajet, le camion s'était arrêté 12 fois, mais chaque arrêt était extrêmement bref, allant de quelques secondes à 20 secondes. Les enquêteurs ont constaté qu'il n'y avait ni embouteillage, ni accident, ni aucune raison expliquant un arrêt ou un redémarrage sur leur trajet ce matin-là. À ce jour, beaucoup s'interrogent encore sur l'irrégularité de la conduite d'André. Environ 1 an après l'incident, le camion a été entièrement démonté et des traces d'héroïne ont été découvertes dans la citerne du camion. Bien que Carmen et André n'aient pas de casier judiciaire, des proches ont révélé à la police qu'André avait été forcé par un réseau local à transporter de l'héroïne vers le nord de l'Espagne à plusieurs reprises. Cela a amené la police à supposer que Juan Pedro avait été autorisé à participer au voyage comme moyen de le protéger, plutôt que comme récompense pour ses bons résultats scolaires. Ils ont supposé que l'accident était peut-être causé par la nervosité d'André ou qu'il poursuivait un véhicule ayant enlevé son fils pour garantir l'accomplissement de la mission. À cette époque, des témoins ont rapporté avoir vu un jeune garçon monter dans une camionnette blanche avec 2 autres personnes, une femme âgée et un homme d'âge moyen après l'accident. Il y a eu des spéculations selon lesquelles le jeune garçon était Juan Pedro et qu'il avait été enlevé ou peut-être même emmené en sécurité pour éviter qu'il ne soit kidnappé avant l'accident, ce qui pourrait expliquer les arrêts que la famille a faits dans l'heure précédant l'accident. Les médias espagnols ont également rapporté qu'un autre témoin pensait avoir vu Juan Pedro lui-même quelques mois après la mort de ses parents. Le propriétaire d'une auto-école a déclaré à la police qu'une femme âgée et aveugle était venue lui demander le chemin de l'ambassade des États-Unis. Elle était avec un jeune garçon qui semblait un peu perdu. Il pensait aussi que la femme âgée était celle vue près de la camionnette blanche par d'autres témoins. Malheureusement, la femme et le garçon n'ont jamais été retrouvés, pas plus que l'homme d'âge moyen. De même, bien que la police ait tenté de retrouver la camionnette, décrite comme un Nissan Venet blanc, ils n'ont jamais pu relier un tel véhicule à l'affaire. Juan Pedro est toujours porté disparu. Si vous avez des informations concernant sa disparition, vous pouvez contacter le bureau central espagnol d'Interpol à l'adresse web affichée à l'écran. Marion Barter, âgée de 51 ans, a été entendue pour la dernière fois le 1er août 1997. Les actes de Marion avant sa disparition sont étranges, notamment en avril 1997, quand elle a vendu sa maison acquise 3 ans plus tôt. Elle avait acheté la propriété à Southport, Queensland, Australie, en 1994 pour $180 000 et l'a vendue à perte pour $165 000 en 1997, dans ce qui est décrit comme une vente rapide. 1 mois après avoir vendu sa maison, Marion a légalement changé son nom pour Florabella Natalia Marion Remekel et a demandé un nouveau passeport à son nouveau nom. Elle a continué à utiliser son ancien nom avec ses proches et son employeur sans informer personne du changement. 1 mois plus tard, le 20 juin, elle a démissionné de son poste d'enseignante. Elle a déclaré qu'elle envisageait de se rendre au Royaume-Uni et d'enseigner en Angleterre. Mais en plus de démissionner, elle a demandé le renouvellement de son certificat d'enseignante. 2 jours plus tard, Marion a quitté l'Australie. Elle voulait d'abord visiter l'Angleterre, puis parcourir le Royaume-Uni et certaines régions d'Europe. À l'étranger, elle envoyait des cartes postales à ses proches, souvent oblitérées dans le Kent, le Sussex et à Londres. La dernière fois qu'on a eu de ses nouvelles, c'était le 1er août, quand elle a appelé sa fille Sally Leyden pour dire qu'elle prolongeait son séjour dans le Kent. Elle avait pris des dispositions pour voyager à bord de l'Orient Express, mais elle a décidé de reporter sa réservation à venir afin de pouvoir rester plus longtemps en Angleterre. Marion n'a plus jamais été revue ni mentionnée. Ses 2 enfants se sont inquiétés pour son bien-être seulement quelques mois plus tard, en octobre 1997, lorsqu'elle n'a pas pris contact pour souhaiter un joyeux anniversaire à son fils. Sa fille Sally a contacté la banque de sa mère pour vérifier l'utilisation récente de son compte. C'est là qu'elle a découvert que le compte avait été vidé de plus de $81 000 par des retraits quotidiens de $5 000 entre août et septembre de cette année-là.
La plupart de l'argent avait été retiré dans 3 agences. La première à Byron Bay en Nouvelle-Galles du Sud, les 2 autres à Burley Heads et Ashmore dans le Queensland. Sally a également appris, en creusant davantage et en parlant avec une amie qu'elle avait aux douanes, que le matin du 2 août 1997, le passeport de Marion était revenu en Australie via Brisbane, alors que la veille, Marion avait dit à Sally qu'elle prévoyait de prolonger son séjour en Angleterre. Sally a contacté la police avec ces informations, mais elle a vite été écartée et l'enquête bâclée. Sally se souvient que, sans même avoir aperçu sa mère ou l'avoir jointe par téléphone, la police lui a dit que Marion était vivante, en bonne santé et ne voulait pas être contactée. Ils ont alors refusé d'enregistrer sa déclaration comme une enquête pour disparition, la classant plutôt comme un simple incident. La famille, en colère face à la disparition, a vu le père de Marion solliciter l'aide du Bureau des personnes disparues de l'Armée du Salut pour la retrouver. Cependant, l'Armée du Salut n'a guère été plus utile et n'a fait qu'ajouter davantage de confusion et de désinformation à l'affaire. Selon le père de Marion, Jack Wilson, en mars 1999, près de 2 ans après sa disparition, il a reçu une lettre de l'Armée du Salut affirmant qu'un policier avait parlé avec un agent de sécurité à la Colonial State Bank en Nouvelle-Galles du Sud. L'agent de sécurité aurait affirmé qu'elle avait parlé de commencer une nouvelle vie. Ils ont aussi affirmé qu'en 1990, 7 ans avant sa disparition, elle avait vidé son compte à Ashmore. Ces incohérences ont amené Jack à conclure que la disparition de sa fille n'était pas prise au sérieux par l'Armée du Salut. Des années plus tard, l'organisation a présenté ses excuses, admettant n'avoir jamais retrouvé Marion, ni être certaine de la véracité de ses déclarations à la banque. Marion est restée sans donner de nouvelles pendant les 10 années suivantes. Sa fille s'est mariée en 1998 et en 2001, sa première petite fille est née. Il n'y avait toujours aucune trace de la mère de 2 enfants disparus. En 2003, à la mort de son fils et de son père, personne n'a eu de ces nouvelles. En 2007, Sally a demandé à la police fédérale australienne de lancer un appel à témoins via l'unité des personnes disparues. La police fédérale australienne inclura la disparition de Marion dans sa campagne annuelle de la Semaine des personnes disparues, espérant obtenir de nouvelles informations. Cependant, la police de la Nouvelle-Galles du Sud a interdit l'utilisation de son dossier dans l'appel, affirmant qu'il devait protéger l'enquête. Sally a indiqué avoir déjà parlé à des policiers de Nouvelle-Galles du Sud qui lui avaient affirmé qu'aucune enquête n'était en cours, rendant cette déclaration très étrange. En 2009, l'affaire a été réexaminée par un enquêteur spécialisé dans les affaires non résolues et c'est alors qu'on a découvert qu'elle avait changé de nom en mai 1997, peu avant sa disparition. Ce détective a aussi découvert qu'à son retour en Australie le 2 août 1997, sa fiche de douane la déclarait femme au foyer marié au Luxembourg, prévoyant de rester seulement 3 jours. 11 jours après son arrivée, le 13 août, sa carte Medicare sous son ancien nom, Marion Barter, a été utilisée dans la ville de Grafton. Après cela, le passeport de Marion n'a jamais quitté le pays et sa carte Medicare n'a plus jamais été utilisée. En 2010, un enquêteur a examiné la possibilité qu'une femme disparue nommée Barter ait été tuée et enterrée près de l'université de la Nouvelle-Angleterre à Armadale, en Nouvelle-Galles du Sud. Cette information avait été transmise à la police 8 ans plus tôt par le biais d'un tuyau anonyme, mais il semble qu'elle n'ait jamais été examinée. Le détective a emmené un chien pisteur sur place et fouillé 2 jours, sans résultat. L'année suivante, de l'unité des personnes disparues de Byron Bay a retiré Marion du registre de la Nouvelle-Galles du Sud. Gary Sheehan, ancien responsable de l'affaire, Mitsub a expliqué avoir recommandé ce retrait car Marion avait fait de gros efforts pour changer d'identité et commencer une nouvelle vie, loin de sa famille et de ses amis. En 2013, Sally a été contactée sur Facebook par une personne se faisant appeler Clark Hunter. Hunter lui a envoyé un message qui disait « Natalia est vivante, mais tu ne la reverras jamais. Elle n'a pas voulu disparaître, elle y a été contrainte. » Sally a ensuite pris une capture d'écran du message et l'a remise aux autorités, mais cette piste n'a jamais été examinée. Aucun progrès n'a été fait dans l'affaire pendant des années. L'affaire de Marion Barter a été largement écartée par les autorités qui n'avaient aucun intérêt à suivre les pistes ou à rechercher sa localisation. En 2019, l'unité des personnes disparues de Nouvelle-Galles du Sud a été dissoute.
L'unité de révision des homicides de la police fédérale australienne a rouvert l'affaire et remis Marion au registre national des disparus. 2 ans après, le gouvernement local de Nouvelle-Galles du Sud et la police ont offert une récompense de 250 000 $ pour toute information permettant d'avancer dans l'affaire. La récompense a été portée à un demi-million en 2022. Une enquête sur la disparition de Marion a débuté en 2021 et s'est poursuivie en 2022. On a découvert que Rick Bloom avait eu une liaison avec la mère de 2 enfants en 1997, peu avant sa disparition, faisant de lui l'un des derniers à l'avoir vue. Bloom, aujourd'hui, âgé de 84 ans, avait été emprisonné pour fraude pendant 4 ans en France en 1971 et avait obtenu la citoyenneté australienne en 1976. De nationalité belge, il a autrefois porté le nom Remakel, adopté aussi par Marion lors de son changement de nom en 1997. Plusieurs femmes ont accusé Bloom de les avoir escroqués et trompés. Et bien qu'il soit devenu citoyen australien de manière frauduleuse, aucune mesure n'a été prise contre lui. Interrogé sur la localisation de Marion, Rick Bloom aurait répondu « Moi, je crois qu'elle est vivante. Mais je ne sais rien de ce qu'elle a fait ou non. Rien, je ne sais pas. » Quand on lui a demandé pourquoi il pensait qu'elle était vivante, il a répondu « Elle voulait se séparer de sa famille. » Elle ne voulait rien avoir à faire avec aucun membre de sa famille. C'était une personne un peu étrange. L'enquête a conclu que Bloom avait sans doute incité Marion à vendre sa maison et qu'ils avaient probablement passé du temps ensemble en Angleterre. Pendant son voyage, Marion a écrit à Sally sur du papier là en tête de l'hôtel Nico Narita, le même hôtel où Bloom a séjourné en allant en Europe. Il aurait donné le papier à Marion lors de leur rencontre en Angleterre. Il a également été révélé que Bloom avait encouragé Marion à retirer 80 000 $ à son retour en Australie, somme qui a été transférée sur un compte bancaire inconnu 2 mois plus tard. Bloom a déclaré avoir vu Marion pour la dernière fois lorsqu'elle était venue récupérer des mâles à thé achetés 3 semaines avant son départ pour le Royaume-Uni, accompagnée d'un homme en uniforme, probablement officier de marine ou pilote. Le coroner a toutefois estimé cette affirmation invraisemblable. La coroner devait initialement rendre son verdict avant le 30 novembre 2022, mais le 29, il a été annoncé que ses conclusions avaient été annulées et que l'enquête ne serait pas conclue avant que d'autres investigations n'aient lieu. Le 29 février 2024, ces conclusions ont finalement été annoncées lorsque Marion Barter a été déclarée décédée. Bien qu'aucun corps n'ait été retrouvé et qu'on ignore la date de décès de Marion, la coroner a conclu qu'elle est morte après le 15 octobre 1997. L'enquête a conclu que Bloom en savait plus, mais aucune inculpation n'a été recommandée à ce stade. La coroner a précisé que ces propos devaient être corroborés pour être pris en compte. Il a été recommandé que des enquêtes supplémentaires soient menées par la police. Sally Leyden cherche encore des réponses sur l'affaire de sa mère. Elle a participé au podcast 7 News, La Dame disparaît, pour obtenir de nouvelles informations et a confié aux médias australiens que les policiers lui avaient souvent déconseillé de poursuivre, affirmant « Ils m'ont dit à plusieurs reprises qu'ils détestaient le podcast ou qu'il était nuisible ». La police a affirmé que le podcast interférait avec leur propre enquête, déjà très tardive, et la compliquait, mais pour Sally, il met en lumière l'affaire de sa mère qui a été négligée pendant des décennies. Marion Barter reste introuvable. Si vous avez des informations sur son affaire, c'est en contacter Crime Stoppers au 1-800 3300. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et je vous dis à la prochaine.